Bonjour et bienvenue. Alors, science et politique, franchement, ce sont deux mots qu'on n'imagine pas vraiment ensemble, non? L'un évoque la rigueur, l'autre, le chaos. Et pourtant, à un moment donné, quelqu'un a eu l'idée folle de les associer. Aujourd'hui, on va donc plonger dans cette histoire, l'histoire assez mouvementée de la naissance de la science politique. C'est une discipline qui est née, vous allez voir, dans le bruit, la fureur et les grands combats d'idées. Et voilà la question centrale, celle qui est vraiment au cœur de tout. Comment est-ce qu'on peut bien appliquer la rigueur, la méthode d'une science à un truc aussi désordonné, aussi émotionnel, aussi changeant que la politique? C'est un défi immense quand on y pense. Est-ce qu'on peut vraiment mettre en équation les passions des gens, les coups bas, les luttes de pouvoir, les accidents de l'histoire? C'est un peu ça le pari fou de la science politique. Pour bien comprendre à quel point c'est compliqué, regardez cette comparaison. D'un côté, les sciences exactes, la physique, la chimie. C'est un peu comme étudier un cristal. Sa structure, elle est stable, elle est prévisible, on peut la mesurer. De l'autre, les sciences sociales. Ah, là, c'est plutôt comme essayer d'étudier un nuage. Ça change de forme tout le temps, c'est insaisissable. Forcément, l'objet d'étude, c'est nous, les humains. Et donc les résultats ne sont jamais uniques et définitifs, ils sont multiples, variables. C'est vraiment ça le cœur du problème. Alors, on peut se demander, mais pourquoi? Pourquoi ce besoin soudain d'inventer une nouvelle science? Eh bien, tout simplement parce que le monde de l'époque était littéralement en train d'exploser. La science politique, elle n'est pas née dans le calme d'un laboratoire. Elle est née au beau milieu d'un chaos, d'une époque de changement tellement profond que les vieilles manières de penser, elles ne marchaient plus. C'était devenu impossible de comprendre le monde avec les anciens outils. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir à quel point tout s'accélère au XIXe siècle. Jetez un œil à cette chronologie. On a les usines de la révolution industrielle qui bouleversent complètement la société, et en même temps des penseurs comme Hegel qui sont en train de redéfinir notre façon de voir le monde. C'est ce mélange, ce cocktail un peu explosif qui va créer le terrain parfait pour que les sciences sociales puissent enfin naître. Et vraiment, au cœur de tout ça, il y a la révolution industrielle. Imaginez, d'un coup, des phénomènes complètement nouveaux apparaissent. Des villes qui deviennent gigantesques, surpeuplées. Une classe ouvrière qui s'organise, des syndicats qui deviennent puissants. Tout ça, c'était du jamais vu. C'était des énigmes, de vrais casse-têtes pour les penseurs de l'époque. Il fallait de nouveaux outils pour essayer de comprendre ce qui était en train de se passer. Et en parallèle de tout ça, il y a une autre idée, une idée vraiment révolutionnaire qui prend de l'ampleur. L'individualisme. Pour la toute première fois, on commence à se dire que l'individu a une valeur en lui-même. Peu importe sa famille, son village, son métier. C'est l'individu qui compte. Et c'est cette distinction cruciale entre la sphère privée de l'individu et la sphère publique de la société qui va ouvrir la porte à l'étude de la politique comme un domaine à part. Bon, face à tout ce bazar, deux grandes écoles de pensée vont s'affronter. D'un côté, on a le déterminisme. Eux, leur but, c'est de trouver des lois sociales qui seraient aussi inflexibles que les lois de la physique. Du genre, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Une approche qui, disons-le, a assez vite montré ses limites. Et puis, de l'autre côté, arrive Max Weber avec une idée complètement différente, presque radicale. Il dit « Stop, arrêtons de regarder les gens comme des fourmis dans une fourmilière, essayons plutôt de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. » C'est le début de ce qu'on appelle la méthode compréhensive. On analyse de l'intérieur. Allez, on passe au deuxième acte de notre histoire. Parce que c'est bien beau d'avoir une méthode, mais ça ne suffit pas. Pour pouvoir exister, la science politique a dû se battre. Et attention, on ne parle pas d'un petit débat poli entre intellectuels dans un salon, non. C'était un vrai combat, une lutte pour son indépendance contre des poids lourds de l'époque, la philosophie, la religion, la morale. Pour bien se représenter la situation, il faut imaginer la politique de l'époque comme une sorte de territoire occupé, colonisé. La philosophie venait y planter son drapeau, la religion dictait ses lois, la morale donnait des leçons, bref, tout le monde avait son mot à dire sur ce qu'elle devait être, mais personne, absolument personne, ne la considérait comme un domaine autonome, avec ses propres règles, sa propre logique. Et c'est là qu'on va assister à une série de, on pourrait appeler ça des déclarations d'indépendance. La première, c'est Machiavel, qui vient et qui coupe le cordon ombilical avec la morale. Fini. Ensuite, c'est Adam Smith qui dit « l'économie, c'est un autre domaine, avec ses propres lois ». Et enfin, le coup de grâce est porté par Hegel, qui l'émancipe de la philosophie. Il affirme que l'État n'est pas juste un concept philosophique, c'est une entité réelle qu'on peut et qu'on doit étudier de manière scientifique. Et l'exploit de Hegel, il est parfaitement résumé ici. Il a rendu légitime l'investigation du politique par la science. C'est énorme. En faisant la distinction entre l'État d'un côté et la société civile de l'autre, il donne enfin à la science politique son propre objet d'étude, bien défini. C'est ça le véritable acte de naissance intellectuelle de la discipline. Le moment où tout bascule. Ok, donc la science politique a gagné son indépendance intellectuelle. C'est une super nouvelle. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, il faut prouver qu'elle sert à quelque chose dans le monde réel. On va voir comment elle est passée de la grande théorie à la pratique, en répondant à des besoins très, très concrets d'un monde qui n'arrêtait pas de changer.
Prenons un exemple qui parle à tout le monde. On est à New York en 1907. À l'époque, la ville est un désastre. C'est le règne de la corruption, de l'inefficacité, un vrai chaos. Et là, quelle est la solution? Eh bien, on décide de créer un bureau de recherche avec une mission complètement nouvelle pour l'époque, utiliser la science pour comprendre ce qui ne va pas et améliorer la gestion de la ville. C'est la première fois qu'on appelle des experts à la rescousse pour en quelque sorte réparer la politique. Et là, la discipline descend dans l'arène pour de bon. Et ce qui se passe à New York, ça va se généraliser un peu partout. L'État moderne est en train de devenir une machine hyper complexe. On ne peut plus la diriger à l'instinct, à vue de nez. Non, il faut des pilotes, des gens formés, des administrateurs qui savent ce qu'ils font. L'expertise devient une sorte d'arme. Une arme pour rendre l'État plus efficace, oui, mais aussi et surtout pour essayer de protéger la technique, l'administration, des petites guerres politiques-politiciennes. Il y a un autre moteur très puissant qui va jouer un rôle clé, c'est la laïcisation. Un peu partout en Occident, l'État et la religion prennent leur distance. Et ce principe de neutralité, il est absolument fondamental. Pourquoi? Parce qu'il crée un espace public, un terrain de jeu où le débat politique ne va plus se jouer sur la foi ou les dogmes religieux, mais sur la base de la raison et des arguments. Ça change tout. Et puis, bien sûr, il y a la démocratisation. Le droit de vote s'élargit. La politique, qui était avant le domaine réservé des princes, des rois, des prêtres, eh bien, elle devient l'affaire de tout le monde. C'est un sujet de débat public, dans les journaux, dans les cafés. Et à partir de là, étudier la politique, ça devient non seulement légitime, mais ça devient même nécessaire pour les citoyens qui veulent comprendre et participer. Voilà, la discipline est née, elle a fait ses preuves, elle a montré son utilité. On pourrait croire que l'histoire est finie, mais pas du tout. La bataille n'est pas terminée, elle a juste changé de terrain. Aujourd'hui, elle se joue sur le champ des mots, de la terminologie. Et on va voir que derrière ces disputes sur les définitions, on retrouve en fait toutes les cicatrices de sa naissance difficile. Premier grand débat, et il est de taille. La politique, ça commence où et ça s'arrête où? Est-ce que c'est juste une affaire de gouvernement, d'élection, de parti? C'est la vision restrictive. Ou alors est-ce que la politique est absolument partout? Dans les rapports de pouvoir au travail, dans la dynamique d'une famille, c'est la vision extensive. Et ce qui est fou, c'est que la discipline elle-même n'arrive pas à se mettre d'accord sur ses propres frontières. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, la langue anglaise a un avantage sur le français, elle a deux mots. D'un côté, il y a la policy, ça c'est le résultat, le produit fini, les lois, les programmes, les décisions, et de l'autre, il y a la politics. Ça, c'est le processus, la cuisine interne, la lutte pour le pouvoir, les stratégies, la compétition. C'est une nuance vraiment importante pour savoir de quoi on parle exactement. En français, la distinction est peut-être encore plus subtile, mais elle est très profonde. On a d'un côté la politique, au féminin. Ça, c'est l'arène, le spectacle de tous les jours, les partis qui s'affrontent. Et de l'autre, on a le politique, au masculin. Ça, c'est beaucoup plus fondamental. C'est la structure même de la société, le cadre, le ciment qui fait que tout tient ensemble et qu'on ne sombre pas dans le chaos. Deux dimensions très différentes pour un seul mot. Et voilà, on a retracé ensemble le récit de cette naissance. Une discipline qui a été créée pour essayer d'apporter un peu de raison, un peu de méthode, dans un monde en plein bouleversement. Mais la grande question, c'est aujourd'hui, maintenant, face à la crise climatique, à la désinformation, à la polarisation extrême de nos sociétés, est-ce que cette science du politique peut encore nous aider à construire un bien commun? Ou est-ce qu'elle est juste condamnée à observer, à documenter nos divisions? C'est une question qui est plus que jamais d'actualité, et la réponse, elle reste à écrire.